c'est Clean, c'est Driver pour Sinixa et Murder Dog Magazine. Salut, c'est Driver, c'est Sinixa, Murder Dog Magazine. Bien, la forme. Ça va, tranquille. Ça va, tranquille. On va revenir un peu dans le passé. Raconte-nous un petit peu ton parcours, comment tu as découvert le hip-hop par les anciens. Et est-ce que tu te rappelles le premier morceau de hip-hop que tu as entendu, enfin, qui t'a marqué en tout cas? Premier morceau hip-hop. C'est moi, quand j'étais petit, je regardais vraiment le top 50, c'est tous les trucs généralistes. Et il me semble que les premiers morceaux que j'ai entendus, c'était ou Run DMC avec Aerosmith, Walk This Way, ou alors Eric B. Rakim, Paid in Full. C'est un de ces deux morceaux-là, je pense. Et je savais pas ce que c'était, mais j'aimais bien, je me bousais la tête. Et après, j'ai eu le deuxième album de Public Enemy, It Takes a Nation, blablabla. Voilà. Et ça vraiment, ça m'a mis une claque de ouf. Et après, je suis rentré vraiment dedans. Cet album-là, ouais. Et en français, des freestyles sur Radio Nova. Dans une émission qui s'appelait le Dynasty. Et la première que j'ai entendue, c'était 501 Posse, Solar et toute son équipe. C'était chaud. Et du coup, j'écoutais tous les dimanches. Voilà. Et en fait, c'est surtout par rapport au début avec Sarcel, avec Stomy, tout ça. Ouais. En fait, pour toi, c'était les grands, en quelque sorte. Ouais. C'était fan un peu d'eux. Enfin, je veux dire, voilà, c'était. Il y avait une session, tu peux te rappeler, il y avait une session, un clip, et tu avais hésité entre avoir un Walkman. Ouais, je me rappelle, j'avais fait un espèce de battle. Avec Ministère Amer, enfin, Amer Possi. C'était Amer Possi à l'époque. Non, c'était Ministère Amer. Quand il tournait le clip, c'était 86. Sur Musique Rap. Exactement. Et ouais, non, eux, ils sont plus âgés que moi. C'est les anciens de ma ville et tout. Et surtout de les voir faire de la musique, aller sur Radio Nova, faire des freestyles, rapper, les entendre dans la radio, parler de Sarcel, raconter des histoires avec des trucs précis, des rues que moi je connais. Moi, ça m'a traumatisé. Pour moi, c'était la radio, c'était pour Johnny Hallyday, tu vois, pas pour des mecs de chez moi. Et c'est là que je me suis dit, c'est possible de passer à la radio en étant de Sarcel. Et ça m'a motivé, je commençais à écrire des trucs et tout. Mais ouais, eux, ils m'ont vraiment motivé en fait. Indirectement, ils savaient pas. Moi, j'étais dans mon coin. C'est Kenzie qui a formé un peu tout le crew. Ouais, ça, tu peux nous parler un peu de Kenzie? Kenzie arrive après en fait. Il se greffe Hammer Possi et tout. C'est Ahmed Day aussi. Ahmed Day, il est rappeur, il y a Moda, il y a Ahmed Day, il y a Passi, il y a Stomy. Styler à l'époque, il s'appelait Styler. Et Kenzie, il arrive après. Il s'appelait Styler One. Avec Moda. Et Kenzie, il arrive après pour structurer un peu les choses. Et il le fait bien. Du coup, ils avancent et tout. Jusqu'à faire un disque, traître. On était comme des fous dans la ville. Il y a des mecs de chez nous, ils ont fait un disque. En plus, ça faisait très Nation of Islam dans l'esprit. Ouais. Avec le logo d'Ahmed Day. En train de lire un bouquin, le savoir est une arme. Le savoir est une arme, Et à la base aussi, c'est même Logilo qui devait produire un peu. Après, il est parti à l'armée, Moda, tout ça. Enfin, je sais pas ce que tu savais un petit moment. Après Moda, quand il a été. Logilo était proche de lui. Il a quitté Ministère Amer. Logilo, il est qu'à Sarcel. Et quand Moda a quitté Ministère Amer, il a travaillé avec Dan de Ticaret, le magasin. Avec les Sages Poètes de la rue, dont Logilo qui était le DJ des Sages Poètes de la rue et tout. Donc tout ça, c'était un cercle, c'était assez proche. Et moi, si tu veux, Moda m'a pris avec lui. Et mes premières vraies séances du studio, c'est avec Moda et Dan, c'est eux qui m'ont appris à utiliser les pistes en studio, tout ça, chose que je ne savais pas faire. Moi, je rappais, j'envoyais tout et c'est tout. Je savais pas structurer une chanson et c'est eux qui m'ont appris ça. Ensuite, il y a pas mal de choses. En fait, tu as fait tes débuts avec l'album Le Grand Chelem. Ouais. Parle-nous un peu de cet album, c'est 98. Ouais, voilà. Moi, ça faisait déjà 8-9 ans que je rappais à ce moment-là. J'ai fait tout le parcours qu'il y avait avant de faire l'album. Des concerts, des freestyles à la radio, des mixtapes, des compilations. C'est très important à l'époque d'être sur des compiles, plein de feats et tout. Ça m'a amené jusqu'à cet album-là. J'étais signé chez Polydor, tout. C'était cool, vraiment bonne expérience. J'ai découvert le côté professionnel de la chose, vraiment. Et je suis content.
Il y a un concert, tu te rappelles, c'est le concert du Forum des Chiolettes. Tu peux nous parler de ce moment? Ouais, c'était fou. J'avais marqué le truc parce qu'il y avait énormément de groupes qui étaient prévus ce jour-là. C'était un plateau multi-artistes. Et moi, je voulais vraiment sortir du lot. Ouais, il y avait aussi bien Lunatic. Il y avait East, Rest in Peace. Il y avait le groupe de Faflarage, Soul Swing, Faflarage et Death Bond. Il y avait KDD qui venait de Toulouse. Il y avait Pete Bacardi qui était avec Booba. Il y avait énormément de gens. Je me rappelle Sully Phil. Il y avait plein de gens. Et moi, je voulais sortir du lot, moi, en fait. Donc, du coup, je suis venu avec. Je suis venu dans un caddie. J'ai un pote qui me poussait, c'était ma voiture. Je suis arrivé, j'avais un sac en plastique sur la tête, un biberon dans la main gauche, micro dans la main droite. Je suis arrivé comme ça. J'ai fait mon truc, les gens, tout le monde a crié. J'essayais déjà de faire le show, en fait. Et ça a bien marché ce soir-là, j'ai marqué les esprits. Mon nom commençait à vraiment tourner dans Paris grâce à ça. Et c'est cool. Et après, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu, avec Cut Killer aussi, il y a eu des choses de fait aussi, 95. Voilà, un mixtape spécial Lunatic. Il faut savoir que les mixtapes de Cut Killer, c'est un truc de ouf. Quand t'étais dessus, tu vois, t'étais officiel. Et je vais te dire franchement, moi, le truc qui a mis mon nom dans Paris, c'est cette mixtape-là qui était en cassette à l'époque. J'avais que deux couplets sur cette mixtape. Ça m'a mis bien à Paris. C'était important. Donc, merci Cut Killer, merci à Danny Dan, parce que c'est lui qui m'a mis sur ce projet. À l'époque, les Sachbo, il produisait Lunatic. Donc il m'a appelé, il m'a dit ouais, vas-y, j'aime bien ce que tu fais. Viens rapper sur un mixtape de Lunatic et tout. Et ça m'a beaucoup servi. Donc merci Lunatic, Sachbo, tout le monde. Cut Killer, bien sûr. Il y a un concert aussi qui t'a marqué, c'est celui de Stomy, Sacrifice de poulet. Ouais. C'était assez dur quoi. C'était à l'Aqua Boulevard. Je sais plus, c'était un truc avec un band de Rasta, de reggae, un truc, et ils avaient mélangé rap et reggae dans ce jour-là. Ce jour-là, il y avait même expression directe, tout ça, je me rappelle. Et Stomy, il avait fait Sacrifice de poulet, c'était incroyable. Il y avait une atmosphère vraiment spéciale. On était à la limite de l'émeute, c'était vraiment c'était très spécial et c'était chaud, c'était fort. Ensuite, il y a eu plein de choses en fait. Après, il y a le rêve, tout ce qui est player et tout ça, pour ce côté-là un petit peu, je sais pas, un peu de ce côté-là qui t'a tout short et tout ça. Ouais, moi j'ai toujours été tourné vers les États-Unis, parce que si tu veux, en 1991-92, mon père, il avait un ami qui était très bricoleur et tout, et il est venu chez nous, nous a mis MTV, à l'époque où presque personne l'avait. Ça fait que moi je regardais Yo MTV Rap, et du coup j'écoutais plus de rap américain que de rap français et tout, et je voyais les clips, je voyais des interviews que je comprenais 2% de ce qu'il disait, mais je commençais à capter les trucs et tout, et j'ai bien aimé cette image de tous les mecs qui étaient players, tous les mecs qui parlaient de filles. J'ai bien aimé ce truc là. Alors au début ça a commencé par un mec comme LL Cool J qui avait un côté d'abord très lover, et ça a fini avec les pimps. Là j'étais foutu, que ce soit pimp, que ce soit Too Short. Too Short, c'est un mec qui m'a beaucoup influencé par exemple. Voilà, et j'ai vraiment apprécié tout ce côté là. Je me rappelle à West Coast là, t'étais le seul à passer du Cibo. T'étais le seul à passer ça. J'aimais bien Cibo. Est-ce que dans le rap, en tout cas dans les années 90, on était très attachés à la crédibilité. Un mec qui disait des trucs gangsters, les gens allaient vérifier si c'en était vraiment un. Et Cibo, il avait une collection d'armes à feu, mon frère. Surtout, il faisait des retours en prison sans arrêt. Déjà, et c'est là que lui, je me suis même pas posé la question. Et j'aimais bien son rap, j'aimais bien son flow et tout. T'as le Sub the Crypt, c'est un album Autopsy, Mike Mosley, Sam Bostic, les prods. C'est la belle, Bob Sand. Voilà, donc Cibo, je le jouais, jamais je jouais du Cibo. C'est quel est ton album préféré de Cibo? T'en avais un. C'est compliqué, franchement. Moi, je les aime tous. West Coast Mafia.
Ah, c'est une colle, hein. C'est quand même Tales. Ouais, c'est quand même Tales. Ça tournait un peu à Sarcelles, Ouais. c'est pas... Si beau. Ouais, Ça tourne de fou. Je sais qu'à Saint-Denis, ça passait du CP là, dans The Kitchen. Ils ont toujours été. C'est à Sarcelles, Kilaté, c'est un héros. Kilaté, c'est un héros. T'allais dans la ville d'à côté, ils savaient pas qui c'était. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si. Macmall. Macmall, pour moi, c'est quelqu'un. L'album avec le crocodile. Voilà, ça. Non, mais. On a toujours aimé les trucs pointus dans la West Coast chez nous. Ouais. Donc, ouais, non. Si Kilaté, c'est un héros, imagine si bon. Bien sûr. T'as toujours aimé aussi un peu tout ce qui est les films comme Colors et tout ça, tous ces films-là, où ça t'a... Moi, Colors, c'est c'est un des premiers films. C'est le premier film dit hip-hop, même si c'est pas hip-hop en vrai, c'est gang, sur les gangs. C'est le premier film que j'ai vu en fait. Et ça m'a traumatisé tout de suite. Moi, je suis un grand fan d'Ice-T, moi. À l'époque, tu vois, on en parle de cette époque-là. Ice-T, c'est mon rappeur préféré pendant longtemps, très longtemps. Il avait une voix, il avait un charisme. Ouais, exactement, t'as tout dit. Voix, charisme, même ce qu'il racontait. Don't hate the player, hate the game. Ouais, moi, OG, l'album OG, je l'ai saigné. Iceberg, j'ai saigné. Je l'ai écouté longtemps, ce mec-là. Vraiment. Suckers never play me. Et c'est pour ça, comme il faisait la bande originale de Colors, avec un morceau mythique, magnifique, j'étais comme un ouf. Seamurder l'a repris, Clockers. Ouais. Sur iPhone S. C'est différent. C'est moins bien. Et tout ce qui est Prince de la Ville sur émission, c'est aussi des films du Je temps. regardais tous les films de gang, je les regardais. No Limits de I'm About It. Ça plus tard, c'est en VHS ça. J'ai tout. Hein. Après, c'était carrément un autre délire. C'était film à l'arrache, sans budget, tu vois. C'était sans budget. Mais je regardais tout, moi. No Limits, je regardais même les films bizarres où Master P se prenait pour un mec de la mafia italienne, où il prenait sa ceinture, il l'attachait à une mitraillette et il tirait sur les gens à coups de ceinture. Des films étranges. Je regardais tout. Et justement, à propos de Master P, Kenzie, il avait un peu ce côté, je trouve, de savoir comment dire, organiser, un peu à la G Prince, un peu à la Tony Draper. Pour moi, c'était plus J Prince que Master P. Voilà, plus J Prince dans le côté organisation, tout la ça. Stratégie. La stratégie, rapologue. Des stratégies, ouais. Il y a pas mal de choses aussi. Des trucs comme KD aussi, t'avais beaucoup, je crois. Ouais, KD, ouais. As Gas and Cash. À un moment, il a produit Cause, Ice Cube, il a produit Cause Jeune et KD un peu en même temps, tout ça. Et c'était cool. Il faisait partie de CIA en fait, à l'époque, Queen Action avec le fameux groupe. Avec Ice Cube à l'époque. On se demande si c'était Beastie Boys qui s'est inspiré ou dans l'autre sens en fait. C'est ça qui est assez. Ouais, la légende dit que c'est eux. Mais c'est eux. Ils ont les mêmes flows, le même truc, c'est ça qui est. Mais c'est fou. Avec Chargings. C'est fou quand tu vois ce que KD est devenu. Quoi. Ouais. Très smooth, très cool, tu te dis. On dirait quelqu'un d'autre. Ensuite, Swing Popotin 2002, tu peux nous parler un peu de cet album? Alors, Swing Popotin, je suis totalement sous influence du Sud en fait. Tout ce qui est strip club, les DVD de Look de Two Life Crew là, Look Freak Show, tout ce truc, je suis sous influence. Moi, la première fois que je vais aux États-Unis, en 98, je vais à Jackson, Mississippi. Tout le monde va à New York. Moi, je me retrouve à Jackson, Mississippi. Il y a énormément de groupes intéressants là-bas. Je suis en contact avec eux. Mais à ce moment-là, c'est No Limit. Quelle année c'était? 98, c'est No Limit qui contrôle. On a Jackson, ils écoutent tous No Limit. Wood Street Players et tout ça à l'époque. Ouais, mais des groupes à ce moment-là, ils écoutent que Master P. Seamurder, il était en concert quand j'étais là-bas. La ville, elle était vide. Tout le monde était au concert. Et c'était vraiment No Limit qui régnait. Et moi, il y avait Players Club qui était au cinéma, le film. Je allé voir au cinéma là-bas. Et du coup, je suis vraiment sous influence. C'était plus un truc player comme je faisais sur mon premier album. Là, ça devenait sexe. Ça devenait vraiment strip club,
tout ça, machin, et j'étais complètement bousillé par tous ces trucs-là. J'étais en train de comprendre le délire du Sud, là où personne ne le comprenait à ce moment-là. Donc on m'a un peu pris pour un fou. Quand je suis venu avec ma pochette, il y avait des culs, un carouage, tout ça. On m'a dit, mais il était malade. Surtout que je passais du golfer à ça. Ça a peut-être été stratégiquement une erreur, mais moi j'ai fait ce que j'aimais à ce moment-là, et j'étais vraiment sous influence. Aujourd'hui, avec du recul, j'étais complètement aux États-Unis sur cet album-là, et pas en France, alors que mon disque il sortait en France, tu vois. Et voilà. Donc du coup, il a beaucoup moins marché, mais moi j'adore cet album. Et souvent je dis, je préfère même mon deuxième album à mon premier. Et les gens me disent, j'étais malade, le premier, les deux et tout. Mais j'étais dans mon délire en fait. J'étais un mec du Sud à ce moment-là, dans l'état d'esprit en tout cas. Ça fait penser un peu à quand Jesu Evorachi est parti là-bas aussi, qu'il a vu les choses vraiment comment ça se passait. Quoi. Et que, du coup, il avait la vision américaine. Voilà. Et c'est compliqué quand tu reviens de te dire, bon, je suis en France, je vais faire un truc à la française. Moi, j'étais sous influence. Et surtout, j'achetais plein de DVD. C'est-à-dire, même quand j'étais en France, je voyais que les États-Unis en fait. C'était là. Et à Jackson, tu t'es connecté avec des groupes de là-bas? Pas du tout. Pour dire le truc, en fait, je suis là-bas parce que à ce moment-là, j'ai un morceau avec Boyz II Men qui tourne sur les ondes ici. En fait, on m'envoie là-bas pour faire de la promo avec eux, comme ils étaient en tournée et ils avaient une date à Jackson. Donc je les ai rejoints là-bas. Il y a eu le concert et tout. Je me suis retrouvé à faire mon couplet sur scène avec eux. C'était ouf. Donc du coup, j'étais avec des gens du R&B, avec Casey et Jojo, il y avait Next. C'était ça. J'étais avec eux en fait. Et j'ai pas pu me connecter. Et surtout à ce moment-là, ils brillent pas les gens. Il n'y a pas David Banner. Il n'a pas encore sorti son premier album. Il est pas connu. Donc, du coup, il y avait plein de groupes, hein, Woodstock Playaz, Renegades. À ce moment-là, ils sont pas connus. Surtout, les gens ne jurent que par No Limit. Et par contre, No Limit, tu pouvais pas les toucher. C'était déjà. Voilà. Ensuite, tu peux nous parler un peu de. D'abord. L'architecte. Ouais. On parle un peu de cet album. Pourquoi l'architecte? L'architecte, déjà, c'est une phrase en fait que j'avais entendue dans un album de Deep Set. Ils avaient un morceau qui s'appelait I Build This City. J'ai construit cette ville et tout. Et moi, chaque fois que j'avais des discussions, des débats avec des potes à moi, à chaque fois que j'avais raison à la fin, je ponctuais par ça en disant j'ai construit cette ville. Je sais tout, j'ai construit cette ville. Ouais. Je disais toujours j'ai construit cette ville, je sais tout. Et à force de dire j'ai construit cette ville, je me suis dit je suis l'architecte. Et je me suis dit bon, mon prochain album s'appellera comme ça. Et ça c'est venu après en fait, et en faisant l'album. Parce que cet album-là, en vérité, on l'a fait en 5 jours. C'était une demande, tout le monde me disait ouais, t'aimes bien la West Coast, mais t'as aucun album 100% West Coast. Et c'était vrai. Chaque fois, j'avais juste des morceaux. Et là, je me suis dit vas-y, je vais le faire cet album. On s'est enfermé avec ALPHA pendant 5 jours. On a tout créé. On est venu avec rien, on a tout créé. À la fin des 5 jours, on avait l'album. C'était ouf. Dont le morceau Le maire de la ville que j'ai fait comme ça, il n'y a même pas de refrain et tout. Et qui a pris en fait, c'est tellement un des morceaux les plus demandés sur l'album. Et voilà. C'est à l'époque où tu ride up avec Stick Orleans et tout ça aussi un petit peu. Très souvent. Qui lui est un OG. Surtout qui avait cette vision très américaine du truc. Lui, il allait loin. Moi, c'est un des premiers mecs que j'ai entendu parler de crack, tout ça, mais normal. Aujourd'hui, le font tous. À l'époque, c'était mal vu, ça se faisait pas. Et lui, c'est le premier. Marginal peut en parler. Voilà, et lui, il en parlait. C'est ok. Il était vraiment dans un délire américain. Et ça me parlait. Et ALPHA, donc la connexion, tout ça, enfin, le rapport au fait de la production, tout ça. À ce moment-là, les fans de West Coast sont pas nombreux. Donc tout le monde se voit, tout le monde se croise, tout le monde se rencontre et tout. Et ALPHA, il a vraiment ce son, nous on l'appelait le DJ Quick français et tout. Donc il a vraiment ce son-là et tout, on se connecte et il commence à, sur son Popotin, il m'a fait 2 morceaux, tu vois. C'est là qu'on se connecte et après, bon, l'architecte il fait tout l'album. D'ailleurs, il y a un morceau, On refait le monde, qui est vraiment intéressant. Tu peux nous parler pas de ce morceau sur Swing Potin? Ouais, j'aime bien ce morceau. C'est un truc de mec de cité, on est assis sur un banc, on parle de tout, on a réponse à tout, on sait tout. Mais au final, on est toujours sur ce banc, tu vois. On n'avance pas. Et si tu sais tout, normalement, tu dois évoluer. Et nous, on était tout le temps là. Mais on avait un avis sur tout. Et ça, c'est un vrai truc de mec de cité, en fait. On discute, on sait tout. Mais on n'avance pas. Donc, le morceau
parle de ça en fait. Sur cet album-là, j'ai eu beaucoup de recul sur la vie des mecs de Cité et je me suis dit, il y a des trucs qu'on fait qui sont charmés et il y a des trucs, c'est vraiment n'importe quoi quand même, mais on en est fiers. Et sur le même album, il y a un morceau qui s'appelle L'air fier et je parle de tous les trucs chelous qu'on fait, mais qu'on fait avec fierté. Et c'était ça. Le morceau il commençait, je dédicace tous ceux qui roulent en cabriolet en plein hiver avec le bombardier bien attaché. À un moment, un mec il a un cabriolet, il voulait montrer, même en hiver, il enlevait la capote. On était tous habillés comme ça, des trucs en roule. Ça c'est des trucs cons, mais on est dans la voiture, on est content. Et on a froid, mais on est content. J'ai énuméré plein de trucs et j'en avais fait un morceau et tout, c'était marrant. On revient à l'album L'Architecte, l'Opium du Peuple. Ouais, avec Damani, qui vient d'Inglewood. Damani, c'est un mec que moi j'ai rencontré à Los Angeles. Je l'avais connecté comme ça, je l'ai croisé dans une soirée, je suis allé lui parler, tac, il était choqué qu'un mec de France le connaisse. Et puis après, on est resté connecté sur internet. Un jour, il m'a dit, j'arrive en France, mais on se voit. Donc on a raidé en France et moi j'étais en train de faire mon album, donc je lui ai dit viens. Et il a posé son couplet et tout, c'était cool, je suis content. Et tu as l'occasion aussi de rencontrer un gars de là-bas qui est très connu, Mistafab, ouais, qui est même venu chez toi, ça, c'était raider, tu peux nous raconter un peu Ouais, en fait, dans mon album L'Architecte, il y a un morceau qui s'appelle Fais ta life, qui est une reprise de Earl That's Your Life de E40. Voilà, j'ai fait la reprise et tout. Captain Seveho. Oh, j'adore ce morceau. Et en fait, du coup, quand Mr. FAB il vient, il rencontre des gens comme Kike, qui est vraiment un mec important pour la scène ouest. Il le rencontre ici et lui, il amène Kike chez ALPH. Kike, il amène Mr. FAB chez ALPH. Ouais, il l'emmène. 187 prod. Voilà. Et ALPH lui fait écouter mon album et il lui dit tiens, vu que t'es un mec de la baie, on a fait ça. Et il me fait écouter mon morceau, ma reprise d'E40. Et lui, il pète un câble, il dit putain, c'est incroyable, il a fait ce que E40 fait, mais il a fait en français. Il prend son téléphone, il appelle E40, on dit on a un problème, il y a un français, il est comme toi. Et il a fait une reprise d'un morceau à toi, il est fan, il kiffe et tout. Et lui il dit ah ok, il lui fait écouter par téléphone. Il dit écoute, j'entends pas bien, mais ça a l'air de sonner. Du coup, quand il raccroche, eux ils m'appellent, Mr. FAB veut me parler. Et il m'appelle, il me dit c'est incroyable ce que t'as fait et tout. Je dis ouais, je suis un grand fan d'E40. Et je dis tu sais, moi un mec comme E40, si je peux faire un feat avec lui, je suis capable d'arrêter ma carrière derrière tellement je suis fan. Il me dit ah ok. Il me dit moi je vais venir dans ton hood, je vais venir au thé. Je dis ok. C'était en hiver, ils sont venus, il y avait Kike, il y avait Dusty, Corleone, il y avait ALPH, Mr. FAB. Ils sont venus en bas de chez moi, il devait être 2h du matin. Il devait faire moins 5 degrés. Je suis descendu et tout, machin. On a discuté et il a envoyé un message à E40 sur Twitter. Il m'a tagué, il a dit c'est lui le français, parlez, faites quelque chose. E40 m'a envoyé son numéro en privé, tout ça, il m'a dit ça c'est mon numéro, il n'y a que les players qui ont ce numéro, tu vois ce que je veux dire. Là t'as mon numéro et tout, appelle-moi. Le lendemain je l'ai appelé. Moi c'était un film pour moi, le mec je l'écoute tout le temps, je l'appelle, il a la même voix. J'ai bugué en vérité, je l'appelle, j'entends. Je suis chez WAM, je suis en train de lui parler, c'était bizarre. Le mec il me dit ouais, viens on fait des choses ensemble, tout ça. Il me dit je suis connu. Avec les expressions qu'il a d'habitude. Ouais, les ça qui est un. Ah vous s'appelez, ouais. C'est ça. Il dit au téléphone, ah vous s'appelez. J'ai l'impression que c'est un CD le mec. C'est ça. Et il me dit viens on fait des choses ensemble, il me demande s'il est connu en France. Je dis non, t'es pas très connu et tout. Il me dit bah raison de plus, je veux être connu donc viens on fait des trucs. Donc voilà, on devait faire un morceau, après je lui ai envoyé des sons, tout ça. On a mis du temps, il a mis du temps à choisir le bon beat et en vrai faut que j'aille sur place parce que malheureusement le mec est très occupé, il fait des triples CD, tu sais, il fait des albums, à ce moment-là il faisait des albums, c'était un ouf, triple CD, des trucs comme ça. Donc voilà en gros moi j'allais beaucoup à Los Angeles et pas sur la baie. Et Mr. FAB la baie c'est autre chose. Mr. FAB à un moment il était venu vivre à LA. Donc moi je disais bon viens, quand est-ce qu'on voit E40? Il disait ouais mais E40 est sur la baie, il faut aller là-bas et j'ai pas eu l'occasion. Donc FAB et E40 m'ont dit le jour où tu viens sur la baie, on fait le morceau. Donc, je pense que là je vais y aller en 2019, régler cette histoire une fois pour toutes et ça me permettra d'aller sur la baie pour la première fois en vrai, parce que moi je suis tout le temps à LA en vrai. Il y a New York aussi. New York là depuis
là, c'est cette année, mais là, j'y suis allé là, cette année 2 fois en 2018. La dernière fois que j'étais, c'était en janvier 2002. New York, j'avais oublié, parce que j'avais découvert LA, j'ai tombé amoureux d'LA, j'allais que LA. Et là, du coup, là, en l'espace de 2 mois, j'y suis allé 2 fois à New York, et j'ai kiffé, c'est revenu, et je me rappelle pourquoi cette ville, elle est magique aussi. New York, c'est chaud. Quand tu as été à LA, tu as pu découvrir dans le magazine, justement, le magazine avec sorti, on l'a bien en cover. Je connais le magazine, moi je l'ai acheté ici, le magazine. En France. Je connais le magazine, mais, à un moment, en fait. Mais là-bas, non, j'étais en studio beaucoup. On m'emmenait à droite, à gauche. J'ai eu la chance de découvrir vraiment l'industrie de la musique, de l'intérieur, parce que la première personne qui m'a accueilli à LA, c'était une chanteuse, c'était une meuf qui était dans la musique. Donc du coup, j'étais pas en mode touriste, j'étais en mode studio, soirée industrie. Ça, je rencontrais les gens, les vrais gens de cette industrie, des rappeurs, des chanteurs, des acteurs, comme il y a Hollywood là-bas. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de cette ville et que j'ai arrêté d'aller à New York. En vrai, c'est que je suis rentré à LA par la grande porte. Raconte-nous une anecdote avec Suge Knight alors. Voilà. Suge Knight que je rencontre. En fait, je suis dans une boîte, je le vois arriver. Moi, je suis un grand fan de Death Row. Je suis nul dans les années, moi. J'arrive pas à me souvenir, mais à ce moment-là, il est encore. C'est le diable là-bas. Tout le monde a peur de lui. Donc, quand il rentre dans le club, moi je le vois, moi je suis un fan de Death Row. Je suis français, donc je le vois pas comme le diable. Moi je le vois, je vais prendre une photo avec lui en fait. Je veux parler avec lui pour toute son œuvre, pour tout Death Row. Et je suis avec des potes, je dis faut que j'aille prendre une photo avec lui. Et mon pote il me dit non, c'est Suge Knight, va pas le voir comme ça, c'est compliqué lui, c'est un gangster et tout. Je dis bon. Je dis c'est ta ville, c'est toi qui connais, tu vois. Il m'a dit laisse-moi aller parler à son ami, et son ami va lui parler. Je dis ok. Donc il est parti parler à son pote, il a dit mon pote il vient de France, c'est un rappeur, il est fan de Death Row, il aimerait prendre une photo avec Suge Knight. Il a dit ok, je vais lui demander. Il a parlé, et le mec il revient nous voir et il dit ouais mais dans 20 minutes, une demi-heure, pas tout de suite. Je dis ok. Après un moment son pote il vient nous voir, il nous dit c'est bon. Donc je viens, je me mets en position, truc, mon pote il nous prend en photo, il prend une photo, là, je suis content, et mon pote il dit non c'est pas bon parce qu'il a fermé les yeux. Et là Suge Knight il dit ouais j'ai fermé les yeux, si tu veux en prendre deuxième photo, mais je vais refermer les yeux. Et là mon pote et moi on se regarde, il y a un malaise tu vois. Bon, on veut pas le brusquer, bon. Donc du coup moi je fais une deuxième tête pour bien montrer qu'il y a deux photos, mais lui fait la même tête et je ferme. Bref, quand on termine la photo, je commence à lui parler, je lui dis ouais, moi je suis un rappeur français, moi je suis un grand fan de Death Row, moi j'ai acheté tous les albums de Death Row, ça, et il en a rien à foutre. Et ça me vexe en fait. Je me dis les mecs, putain, je vais donner de l'argent. Et à ce moment-là, je commence à lui parler de gang en fait. Les Bloods and Crips, c'est tout ça. Voilà. Et là, par contre, là, il s'éveille. Pourquoi depuis tout à l'heure tu me dis que tu viens de France alors que tu viens de LA? Il pensait que tu venais de là. Je dis non, je viens de France. Il me dit alors comment tu connais tous ces gangs? Je vois, on est une poignée de personnes assez intéressantes en France. Je savais pas du tout qu'on était intéressés, on connaissait. Pour eux, c'est que à LA et un petit peu dans le reste des États-Unis. Déjà que les Bloods and Crips de New York, ils les aiment pas. Voilà. Déjà, donc, il ne peut pas imaginer qu'en France, il y a des gens qui connaissent. Mais du coup, il m'a invité à boire un verre. Il m'a dit viens, il m'a servi à boire. Explique-moi, dis-moi ce que tu connais d'autres comme gang. Alors là, je sors tout. Le mec il est là, il connaît. Il me demande s'il y a des gangs en France. Je dis c'est pas exactement la même chose, c'est plus quartier contre quartier, tout ça, c'est plus des trucs comme ça. Après, il me demande s'il y a des Mexicains en France. Je dis non, les minorités dans les ghettos, c'est les Noirs et les Arabes. Mais tu trouves facilement des Blancs, des trucs. C'est une question de pauvreté en fait. Et nous, on se mélange plus que les Américains. Quand je lui dis ça, il me dit t'es en train de me dire que chez vous, les Mexicains, c'est les Arabes. Donc, il y a des mecs qui ont des Dickies remontés jusqu'ici avec des grosses barbes et des AK-47. J'ai explosé de rire. J'ai dit non, il a fait un mélange de Ben Laden et des gangsters mexicains. J'ai dit non, c'est pas du tout ça et tout, machin, mais bref. Et puis, à force de parler de gang, il commence à me dire ouais, dis en France que les gangs c'est pas bien. Je l'ai senti en train de prêcher
un truc, tu vois. Et tout d'un coup, il dit oh fuck it, il dit les gangs ça déchire. Et tout ce qu'il y a de mieux, et tout ça, machin. Et là, j'ai vu un fou et match de Réa. Tout ça, ça a duré un peu une demi-heure. Après, je suis parti rejoindre mes potes. Et plus personne ne voulait me parler. Il me disait ouais, t'as parlé avec Chou. On craint pour notre vie. Et moi, je croyais qu'il rigolait. Mais vraiment, plus personne ne me parlait. Le DJ m'a un son que je kiffe. Je veux le voir pour le check. Le DJ me regarde pas, il calcule pas. Tout. Je dis là, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est mon pote, il m'a dit mec, t'as parlé à Shoot Knight, t'as parlé au diable. Là, les gens, ils veulent pas parler avec toi. Et vraiment, la soirée se termine sur un gag pour moi, mais pour l'autre personne, non. Shoot, il était défoncé. Toutes les meufs qu'il voyait, ils attrapaient par le bras et les tiraient vers lui comme ça. Il y a un moment, il attrape une meuf qui, elle aussi, est défoncée. C'est la fin de la soirée. Et il y a une meuf qui vient chercher sa copine, cette meuf, qui dit bon, on y va maintenant. Et la meuf, elle sait pas qui est Shoot Knight. Et Shoot, il dit à la meuf oh, tu vois pas qu'elle est avec moi? Et elle dit ouais, mais elle a un mec. Lui dit je m'en bats les couilles qu'elle a un mec. Et là la meuf elle dit ok, je vais chercher son mec. Moi je me dis oh, il va se passer un truc bizarre. Et je vois un mec qui arrive en Golgoth, ouais, elle lui a dit ouais, il y a un mec qui est sur ta meuf. Le mec il vient et il voit que c'est Shoot Knight. Il fait demi-tour, il se barre. Et la meuf, comme elle sait pas qui est Shoot Knight, elle comprend pas, elle dit oh, tu laisses ta meuf comme ça. Le mec il dit oh, il est parti comme ça. J'étais mort de rire. J'y étais mort de rire. Et c'est là que c'était vraiment le diable à ce moment-là. Personne parlait avec lui, les gens avaient peur et tout. Et moi j'étais arrivé en français en fait, fan. Donc moi je suis allé lui parler, tout le monde m'a dit t'es fou, il peut te tuer, tout ça. J'ai dit oh, exagérez pas. Et au final moi j'ai trouvé cool et marrant en fait. Mais bon, quand on voit l'ensemble de son œuvre, il est pas cool et marrant. Oui, avec ce qui arrive maintenant là, c'est notre Compton. Chaud. Parlons un peu de Fuego, ouais. 2014, donc parlons un peu de ça et Self Control. Ouais, ça c'est un album totalement inspiré des musiques latines, parce que je suis tombé vraiment amoureux de toute cette musique là. Je suis tombé vraiment amoureux de ces des musiques latines urbaines. Je suis vraiment tombé amoureux de musique latine urbaine, soit reggaeton, salsa, merengue, bachata. Je suis vraiment tombé amoureux de ces musiques-là. Vraiment, à un moment, je ne peux pas écouter et pas faire. Donc, du coup, j'ai fait un album totalement dans cette vibe-là, inspiré des musiques urbaines latines. Et voilà, une expérience. Et il y aura la suite là en 2019. Voilà, je suis vraiment fan de ça. J'écoute ce genre de musique tous les jours, presque autant que du rap. Ouais. Donc voilà. Nostradamus, pardon de ce morceau. Ouais, c'est un morceau en gros où je drive une fille en lui disant que je connais ton futur, je suis Nostradamus, je sais ce qui va se passer, donc ça sert à rien de lutter, toi et moi on va être ensemble, ne lutte pas, et voilà. En 2017, maintenant je suis chaud. Ouais. Pardon de ce morceau aussi. Alors c'est un EP que j'ai fait avec Crapulax, ouais. qui est un mec de Sarcelles, ouais. Un mec avec qui j'étais au lycée, un grand fan de West Coast, un grand fan de la baie. Et à un moment il m'a dit on se connaît depuis longtemps, on fait de la musique ensemble, on a à peu près les mêmes influences, on n'a toujours pas travaillé ensemble. Viens faire un projet. J'ai dit ok, c'est parti. On s'est enfermé dans un studio à Sarcelles, on a tout fait à Sarcelles. Même la pochette de l'album, la photo là à Sarcelles. Je suis fier de ça en fait. Et voilà, je suis revenu vraiment à un son californien dessus. Et voilà. Il y a pas mal de choses, toi. Il y a Flingué aussi. Ouais. Ça c'est pareil, je parle à une fille en disant son nouveau mec, c'est de la merde. Là son nouveau mec revient avec moi. Ton nouveau mec il est flingué, il est nul. Voilà. C'est ça le truc. Tu as une particularité, c'est que tu racontes bien les histoires dans Hip Hop Stories. Ouais. Notamment sur Sarcelles, ce soir. Donc tu as un talent de conteur, c'est pas le griot. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été inspiré par de famille ou c'est toi, de toi-même? Non, moi tu sais raconter quoi. Souvent
souvent à Sarcelles, il y avait beaucoup d'embrouilles, de bagarres. Et moi j'étais toujours placé aux endroits où il y avait ces bagarres. Donc souvent moi je racontais le lendemain à mes potes qui n'étaient pas là. Et eux ils me regardaient limite avec des pop-corn. Ils trouvaient que je racontais bien les histoires. Après il y a mon associé, beaucoup plus tard, mon associé Jean-Pierre, qui m'a dit tu racontes trop bien les histoires, à un moment il faut qu'on fasse un programme où tu racontes le hip-hop. Tu racontes ce qui s'est passé. Parce que ça va marcher, ça va intéresser les gens, ça va intéresser les jeunes, ça va intéresser ceux qui n'étaient pas là. J'ai dit ok si tu veux, et finalement je l'ai fait et c'est ce que tout le monde m'a dit. Aujourd'hui je travaille à la radio, je continue à le faire. Je me rappelle la spéciale Houston. Ouais. Affaire là, celle-là, attention. Racontez bien les trucs et en plus on est dans le cadre là, on a Pan Pixel Graphics Gallery. Donc les covers de Pan Pixel, ça t'a marqué aussi, c'est quelque chose qui t'a marqué beaucoup à l'époque. Voilà, toutes les covers que je vois, il y a plein de CD que j'ai chez moi. Bon, le Big Beer, je l'ai pas, là, mais les deux autres sont chez moi. Masterpiece de Last Dawn, Juvenile. Ça, il y a plein de trucs que j'ai, des Free Six Mafia, des BG, tout ça. J'ai tout ça chez moi, des Spice One. Donc quand je vois toutes ces pochettes, franchement, ça me fait quelque chose. Scarface, c'est quelqu'un qui t'a inspiré beaucoup en tant que... Ouais, j'ai beaucoup. Je suis un fan de Ghetto. Je suis un fan de Ghetto Boys, moi. Et Scarface, c'est le plus fort de Ghetto Boys. Bien sûr, j'ai beaucoup écouté le peu. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Ouais, en France, il y a beaucoup de gens qui connaissent très peu ce délire-là. Tu vois, il y a toujours, ça a été un peu rejeté, ça a été un peu mis de côté. Quoi. La France, c'était très New York à l'époque. Mais c'est en train de changer parce qu'aujourd'hui, on est dans un truc de sud. Tout le mouvement trap, tout ça. Le sud, c'est normal maintenant aujourd'hui. Et moi, ça me fait bizarre parce que tu vois, là, on a Juvenile, 400 Degrees, cet album. Ça cartonnait aux États-Unis. À cette époque-là, rien en France. Personne n'en parlait. Et quand tu voulais jouer ça, on prenait pour un fou. J'en parlais avec Thomas Blondeau tout à l'heure, justement, il me disait pareil. À l'époque, je l'ai connu cet album. Il me disait, ou même DJ Screw quand il est mort, c'était presque, tu vois, ou même c'était honteux presque pour certains d'annuler les covers de Pan Pixel, tu vois, parce que c'était trop pour eux. C'était trop en France. C'était mauvais goût et tout ça. Voilà, moi, personnellement, moi j'aimais, ça collait à tout un univers. C'est la Nouvelle-Orléans, regarde, les deux sont de deux labels différents. Mais tu vois le lien quand même, tu vois. Et si tu avais justement des rapports de Houston que tu préfères par Scarface? Moi j'ai bien aimé la nouvelle scène quand Switch House sont arrivés. Paul Wall et tout ça. J'ai beaucoup aimé Paul Wall. Camionnaire c'est cool, mais vraiment moi Slim Thug, j'aime la voix, le charisme. Mike Jones, le premier album, je me suis pris vraiment de fou. Et Paul Wall, ça, j'adore Zero, lui c'est Screw Up Click. J'adore Zero, j'adore Lil Flip. Même si il y a beaucoup de gens en France qui le cantonnent à Sunshine parce que c'est le morceau qui a tourné ici. C'est un bon freestyler. C'est un grand freestyler. Très bon. Et même il a des albums de ouf. Moi c'est Underground Legend, album de dingue avec This Is The Way We Go. Gary Amab à l'époque 2000. Et sa mixtape de Leprechaun, incroyable. Il en a vendu plein. Je parlais de Zero pour Gary Amab, pardon. Ouais non moi là je te parle Lil Flip. Mais sinon non Zero moi j'adore. Mais les Leprechaun c'est pas un Pixel d'ailleurs. Ah je savais pas. C'est pas un Pixel la cover. Avec la boîte de céréales. Mais non Zero moi j'adore. Même quand il est avec Trey, quand ils font ABN. Ouais moi j'adore. Houston c'est ouf. Moi j'adore. Je me rappelle même à West Coast Lab déjà où toi tu passais des choses différentes. Je me rappelle aussi toi tu passais Simo, il y avait Amilcar et JR, il passait Brother Lynch, des trucs comme ça. Tu faisais toujours un peu. Moi par contre Brother Lynch j'ai jamais été fan. Après c'est un Sickness, il est quand même fort. Mais ça mérite d'être joué. Ça mérite d'être joué, c'est clair. Mais après moi j'ai toujours eu un peu de mal avec Brother Lynch. C'est que moi. En tout cas Sarcelles, j'ai une équipe de mecs qui l'adoraient Brother Lynch. Écoutez tous les jours. Si tu avais trois albums de hip-hop. Waouh, c'est dur. En rap US. Allez, je vais en prendre un à l'est, un à l'ouest et un dans le sud. Moi, à l'ouest, Chronique de Dr. Dre. À l'est, je vais prendre Ready to Die de Notorious Big. Et dans le sud,
pour le sud, il y en a tellement. Je vais mettre. Allez, les gens vont prendre pour un fou, mais Lil Flip, I Need Mine. Donc CD, un des deux CD. Je trouve album qui n'a pas marché du tout, album sous-estimé, mais j'ai beaucoup aimé cet album. Sachant que j'aurais pu mettre un Lil Wayne. Si t'avais trois rappeurs du coup, Ouais. qui t'ont vraiment inspiré. Snoop. Biggie. Encore. Et qui m'ont beaucoup inspiré. Ice-T, hein. Ice-T, moi, c'était tout pour moi, lui, au début. Et un dernier, trois producteurs de rap US. Dr. Dre. Pete Rock à New York. Ouais. Et dans le sud, Manny Fresh. On parlait tout à l'heure de Scarface, Mike Jean, c'est vrai, était très très fort au niveau des prods. C'était très bien. Tyree, tu vois, Scarface, c'est incroyable album. une légende, c'est Le Gombo Funk. Le Gumbo Funk, voilà. Ça. Ah ouais, non, c'était chaud. Après, tu me demandes d'en choisir 3, c'est dur. Joe, Brad Jordan, tout ça. Mais c'est sûr que c'est fort. Là, tu es sur quoi? Sur quel projet du coup là en ce moment? Sur mon prochain album. D'accord. Ouais. Il sortira bientôt? Ouais. Il est pratiquement fini. D'accord. Je suis vraiment vers la fin. Si tu as un dernier message à faire passer à ceux qui commencent ou qui finissent. Ouais, aimez la musique, faites-le par amour et tout le reste viendra. Si vous cherchez autre chose, vous allez vite vous arrêter. Donc faites-le par amour. Aimez la musique d'abord, c'est ça le plus important. Avant d'être un rappeur, je suis d'abord un auditeur de rap. Parce que j'ai aimé ça fort, j'ai voulu le faire. Et si je suis encore là, moi mon premier album est sorti à 20 ans. Si je suis encore là 20 ans après, c'est parce que j'aime ça. C'est pour rien d'autre. On en reparle d'ailleurs de ton premier album en ce moment là. Ouais, le 15 septembre c'était les 20 ans. C'est fou. C'est dingue. Je suis juste en train de me dire que 20 ans après, qu'est-ce que je suis en train de faire? Préparer un nouvel album. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas cru. Merci beaucoup Driver. Il n'y a pas de problème, c'est moi. Merci.